Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Scandale à la FIFA, Michel Platini se dit écœuré, mais impuissant face à Sepp Blatter. Le président de la Fédération internationale de foot reste candidat à sa propre succession. Le vote est prévu pour demain et malgré les pressions, l'indéboulonnable Blatter ne cède pas. Le scandale de corruption ne cesse de prendre de l'ampleur. L'affaire ne fait que commencer. Les faits et l'analyse en journal. Les adhérents UMP votent pour la nouvelle appellation les Républicains et c'est une véritable mue qu'opère le parti. Nouveau nom, nouveau statut, composition du bureau politique, le tout sera acté sans surprise à l'occasion du congrès ce week-end. L'occasion pour Nicolas Sarkozy de mettre en avant le rassemblement de sa famille politique alors que la bataille des primaires est bel et bien lancée. Dans le procès Bettencourt, François-Marie Bagné, celui qui se dit le confident de la milliardaire, et Patrice Demestre, son gestionnaire de fortune, écopent de la prison ferme, tandis qu'Éric Woerth a été relaxé de toute responsabilité dans les différents volets de l'affaire. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Et puis, une question ce soir. À quoi reconnaît-on un homme ou une femme d'État? Quelles sont leurs qualités spécifiques? Est-ce qu'on est passé dans notre histoire à côté de personnalités d'envergure? On en parle avec l'historienne Christiane Rimbaud, auteure d'une biographie intitulée simplement Raymond Barre. Elle est notre invitée pour le grand entretien tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Ce n'est probablement qu'un début dans l'immense scandale qui secoue la FIFA. Face à ces événements, Michel Platini se dit écœuré, mais Sepp Blatter ne renonce pas. Au contraire, le président de la Fédération internationale de foot reste candidat à sa propre succession. Les faits avec Mounir Soussi. La fronde anti-Blatter s'organise. Après l'arrestation de 7 responsables de la FIFA, la planète football est en ébullition. À 2 jours de l'élection du président de l'organisation, Michel Platini, à la tête de l'UEFA, appelle Sepp Blatter, pourtant favori à sa succession pour un 5e mandat, à démissionner. Je suis dépité, je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Donc c'est trop, trop c'est trop. Les soupçons de corruption dans l'attribution des Coupes du Monde en Russie et au Qatar jettent une lumière sombre sur le fonctionnement de la FIFA. À l'origine de l'enquête, la justice américaine évoque la circulation d'au moins 150 millions de dollars de pots de vin depuis 25 ans et dénonce un système de corruption très ancré. L'acte d'inculpation comprend 47 chefs d'accusation contre ces individus, dont le racket, la fraude électronique et le blanchiment d'argent pendant 20 ans. Une affaire qui dépasse le simple cadre sportif. Avec ses 209 pays inscrits, la FIFA compte plus de membres que l'ONU et la polémique rebondit sur le terrain géopolitique. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a réagi en accusant les États-Unis de faire de l'ingérence avec leur enquête sur une institution basée en Suisse. Et cette affaire, énorme scandale, ne fait que commencer. Les sommes dont il est question et qui ont été révélées par le FBI sont gigantesques. On en parle avec vous, Jean-Luc Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors, est-ce que c'est la première secousse d'un tremblement de terre annoncé ? C'est la première secousse d'un tremblement de terre annoncé, sachant que généralement dans les tremblements de terre, la seconde réplique est beaucoup plus brutale. Et ça commence dès aujourd'hui d'ailleurs. On vient d'entendre à l'instant M. Poutine dire... En fait, dans cette affaire, les États-Unis veulent s'approprier la Coupe du Monde. Il sait très bien que la Coupe du Monde attribuée à Moscou pour 2018 est dans le collimateur. Et qu'est-ce qu'il pense, M. Poutine? Il pense qu'en fait, les Américains veulent se venger sur un contentieux qu'ils ont avec M. Poutine sur la question ukrainienne. Donc vous voyez déjà, on sent les secousses aller vers plutôt la diplomatie. Pour l'instant, on en est à la question simplement FIFA. De quoi s'agit-il? La FIFA, c'est l'organisme qui attribue les Coupes du Monde tous les 4 ans à différents pays. Regardons les dernières. Vous aviez eu d'abord l'Afrique du Sud en 2010, pays corrompu. En 2014, nous avons eu le Brésil, pays corrompu. Il y a plein de scandales actuellement. Nous avons Moscou, pays corrompu en 2018, et 2022, pays corrompu, le Qatar. Ça fait quand même beaucoup, sachant que déjà depuis plusieurs années, on sait que la FIFA est viciée
de l'Intérieur. Qu'est-ce qui décide de l'attribution des Coupes du Monde? 28 membres du comité directeur. 28, c'est beaucoup, c'est très très peu par rapport aux chiffres colossaux que représente une Coupe du Monde. Pour Moscou, c'est 21 milliards de dollars et on dit que pour le Qatar, c'est 140 milliards de dollars qui seront consacrés. Donc quand vous donnez votre attribution à un pays, vous débloquez des marchés de l'ordre de 140 milliards de dollars, ce qui est absolument considérable. Et évidemment, à partir de là, la planche à billets peut fonctionner, d'autant plus qu'on ne sait pas très bien comment sont élus ces 28 membres décideurs, quelle cooptation, quelle façon de faire, tout ça est fort obscur. Et Jean-Louis, pourquoi les Américains se sont-ils lancés de manière aussi spectaculaire dans cette croisade? Alors, je pense que c'est pour deux raisons. La première est une décision, je dirais, d'ordre personnel, d'orgueil. Ils disent, la Coupe du Monde 2022, nous étions candidats, elle nous a été volée par le Qatar, qui lui l'a achetée. Mais derrière ça, il faut bien voir que les États-Unis ont pris la tête d'un mouvement de tous les États démocratiques contre la corruption. La question dont il est en débat aujourd'hui ne porte malgré tout que 150 millions de dollars, ce qui est un début. Il y aura en fait beaucoup plus, mais 150 millions de dollars, c'est rien. Par exemple, vous voyez actuellement l'ensemble des amendes qu'ont payées les banques internationales aux États-Unis depuis 2 ans, 240 milliards de dollars, 240 milliards de dollars pour des questions frauduleuses bancaires. Les États-Unis savent qu'il y a 1000 milliards de dollars de pots de vin qui circulent sur la planète. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis des années, on fermait les yeux là-dessus, sur les paradis fiscaux, parce que c'est pas une question morale. Depuis Mathusalem, ça dure, ces affaires. Mais là, c'est nouveau parce qu'il y a une crise financière. Les États disent, cet argent, il est pour nous. Il n'est pas pour les fraudeurs. Il doit nous revenir. Et la traque a commencé, et ça va jusqu'à la Coupe du Monde du football. Ce n'est donc qu'un début. Ça n'est qu'un début. Merci beaucoup Jean-Louis Gompault pour votre analyse. Dans l'actualité ce soir, David Cameron entame une grande tournée européenne pour défendre son plan pour réformer ou plutôt bousculer l'UE. Le Premier ministre britannique est à Paris, reçu par François Hollande. Accueil bien sûr très courtois, mais ferme aussi, car la France n'est pas prête à renégocier les traités. Les détails avec Sophie Normand-Couturier. Première journée d'une grande tournée européenne avec un objectif, convaincre de la nécessité de réformer le fonctionnement de l'Union européenne. Il est important que l'Union européenne et ses membres soient flexibles et imaginatifs dans les réponses à apporter pour réformer l'Union européenne. David Cameron aspire notamment à rapatrier certains pouvoirs au nom de la souveraineté du Parlement britannique et à durcir les conditions d'accès aux aides sociales pour les ressortissants de l'Union européenne. Plus tôt dans la journée, c'est aux Pays-Bas que le Premier ministre britannique a entamé ses visites européennes. Il a prévu de rencontrer les dirigeants des autres États membres avant fin juin. Une offensive diplomatique avec pour enjeu final une possible sortie de l'UE, alors qu'un référendum sur la question se tiendra avant la fin 2017 au Royaume-Uni. Les enseignants vont de nouveau battre le pavé. Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de grève le 11 juin prochain pour contester les mesures de la réforme de Najat Vallaud-Belkacem. Et pas un jour ne passe sans que certains d'entre eux ne tentent de faire modifier le décret publié la semaine dernière, comme ces enseignants de Seine-Saint-Denis suivis aujourd'hui par notre journaliste Sandra Cerquera. Ils veulent croire que le combat n'est pas perdu et montrer que leur détermination est intacte. Après avoir bloqué l'autoroute 86 ce matin, les professeurs de Seine-Saint-Denis ont manifesté toute la journée devant l'inspection de l'éducation nationale pour réclamer des postes et surtout dire non à la réforme des collèges. Pour eux, cette réforme ne va que rajouter des difficultés aux difficultés, surtout dans les établissements qui manquent déjà de moyens. Si la ministre veut vraiment lutter contre les inégalités face à l'école, la première chose qu'elle doit faire, c'est assurer aux enfants de départements comme le 93 le simple respect de leur droit à l'éducation, c'est-à-dire la présence d'un instituteur devant chaque enfant. Et dans le secondaire, par exemple, le fait qu'en Seine-Saint-Denis, on ait le même choix dans les options, les langues qu'on peut choisir que dans les autres départements. Les professeurs s'inquiètent de l'autonomie accrue des établissements voulue par la réforme. Qu'elle ne développe un collège à plusieurs vitesses, plus inégalitaire encore qu'il ne l'est aujourd'hui, avec le développement d'une offre éducative à géométrie variable, alors que chaque collège propose actuellement quasiment la même organisation. On avance dans une logique de territorialisation où on met en place
des faux semblants de plus de concertation entre les classes, etc. Donc en réalité, on fragilise le cadre existant, on confie de plus en plus aux collectivités locales qui ont de moins en moins de moyens, et au bout du compte, on se retrouve avec une dégradation accrue d'année en année, alors qu'on nous affirme qu'il y a des moyens en plus, une dégradation accrue d'année en année des conditions de travail. Pour l'instant, la ministre n'a pas donné de signe qu'elle pourrait revenir sur la réforme. Une nouvelle grève est prévue le 11 juin prochain. Plusieurs syndicats appellent à descendre dans la rue. La suite du 22h, dans un instant, c'est le grand entretien du jeudi. Mais d'abord, le rappel des principales informations en France et dans le monde. C'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Nathalie Guilloire. Bientôt, ce ne sera plus l'UMP, mais les Républicains. Les militants ont jusqu'à vendredi pour voter et changer le nom de leur parti. Pour l'occasion, Nicolas Sarkozy était présent au siège aujourd'hui pour voter. C'est pas le parti de tel ou tel, en tout cas c'est pas le parti de Sarkozy ou d'un autre. C'est une force qui prépare l'avenir. Un vote important pour les militants. Ce scrutin concerne également les nouveaux statuts du parti et la composition de son nouveau bureau politique. Nicolas Sarkozy veut lancer une nouvelle dynamique et atteindre le nombre de 500 000 encartés d'ici la présidentielle de 2017. François Fillon était à la barre du tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui. Il poursuit en personne Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, et 2 journalistes du Monde. Il réfute toute demande d'intervention contre Nicolas Sarkozy. Pour l'ancien Premier ministre, Jean-Pierre Jouyet était en service télécommandé. Je demande à la justice de défendre mon honneur et de défendre ma conception de la vie publique. Mon nom n'a jamais été cité dans une affaire judiciaire. Je n'ai jamais cherché, en 30 ans de vie publique, à faire pression sur la justice. Ce soir, le parquet conclut à la relaxe générale. Les condamnations sont tombées. Le photographe François-Marie Bagné et Patrice Demesse, le gestionnaire de la fortune de Liliane Bettencourt, ont tous les deux écopé de peine de prison ferme pour abus de faiblesse et blanchiment au détriment de la milliardaire. Les avocats des 2 hommes ont déjà annoncé leur intention de faire appel. De son côté, Éric Woerth a été relaxé. Nouveau vote des militants socialistes pour élire leur premier secrétaire. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Jean-Christophe Combadelli, 63 ans, est certain d'être élu. Sa motion a obtenu 60% des voix lors du premier vote jeudi dernier. Reste à savoir à quel niveau il sera élu. Les résultats seront connus dans la nuit. L'invitée de l'entretien du jeudi 22h est historienne. On lui doit de nombreux ouvrages, dont une biographie, la première biographie historique de Raymond Barre, ancien Premier ministre. Bonsoir Christiane Rimbaud. Bonsoir. Alors d'habitude, sur les responsables politiques d'aujourd'hui, comme d'hier, il y a énormément de livres, il y a beaucoup d'ouvrages, de bio. Et là, bizarrement, c'est la première biographie historique sur Raymond Barre. Est-ce que c'est une manière de réparer une injustice pour vous ? Très certainement. J'y pensais depuis un moment, mais le personnage, c'est vrai, m'impressionnait. D'abord parce que je l'ai eu comme professeur, c'est déjà un argument, bien entendu. Et puis par ailleurs, c'était un économiste de renom international. Mais en même temps, évidemment, je pensais qu'un livre manquait. Et il n'y avait pas une biographie. Raymond Barre a eu beaucoup de livres d'entretien. Oui. C'est certain, un certain nombre, mais bon, une biographie, c'est une autre démarche, bien entendu, et je trouve que vraiment il était nécessaire de lui rendre hommage. Oui, au moment où notre pays entre déjà en campagne en vue de la présidentielle, c'est intéressant vraiment de se pencher sur son destin. Et d'abord, on va parler ensemble de son rapport à la politique. C'était pas son rêve d'enfant. Hein. Absolument pas. Du tout. Son rêve d'enfant, au départ, c'était d'être grand ambassadeur. Bon, ça marquait déjà un intérêt quand même pour la chose publique. Hein. Il était originaire de La Réunion et tout de suite très attaché à la France, même qui était dans une espèce de transfiguration, comme souvent les Iliens peuvent avoir un rapport particulier avec ce qu'il appelait la mère patrie, hein, bien entendu. Et donc, bon, il rêvait d'être ambassadeur, donc voilà. C'était déjà un début de démarche politique. Il disait, si c'est bien ça, je ne suis pas politique par nature, je suis politique par destination. Oui, il est certain, il a toujours dit que les choses se sont faites pour lui un peu par hasard. Et ça, c'est tout à fait exact finalement. Il n'était pas carriériste, il n'a jamais cherché les postes. Et il a dit une chose, il a dit « je n'ai été candidat qu'à l'agrégation ».
Ce qui est tout à fait exact. Mais évidemment, ses compétences, par ailleurs, se sont tellement imposées que peu à peu, eh bien, il a franchi plusieurs paliers qui l'ont amené jusqu'au poste de Premier ministre. Disait de lui que c'était le meilleur économiste de France. Oui, enfin, il a dit, en tout cas, un des meilleurs. Mais évidemment, ce qui est déjà pas mal. On a retenu le meilleur. Bon, mais il est certain que s'il l'avait appelé, c'est que personnellement, je pense qu'il il considérait qu'effectivement, c'était le meilleur. Et alors, c'était effectivement la première fois qu'un économiste devenait Premier ministre. À quelle époque? Alors voilà, c'était finalement une époque très difficile. Oui. On ne s'en rend pas compte maintenant, on l'a un peu oublié. Il y avait eu un premier choc pétrolier en 1973, qui évidemment avait beaucoup déstabilisé les économies. Et c'était en même temps la fin de ce qu'on a appelé la période des 30 Glorieuses. Et alors donc une période de facilité, d'expansion économique, tout paraissait facile. Et brusquement, on s'est trouvé dans une période un peu de récession, avec une inflation galopante pour de multiples raisons que j'expliquerai peut-être, et par ailleurs, et en toile de fond, un chômage de masse qui commençait à se profiler. Et il arrive dans ce contexte, Raymond Barre, et c'est important de rappeler, il n'est pas du tout du sérail. On se rappelle quand même certaines phrases, enfin on se rappelle pour ceux qui ont lu aussi des phrases maladroites, quand il conseille aux chômeurs d'aller créer leur propre entreprise, ou alors quand il dénonce un petit peu le microcosme. Alors le microcosme, évidemment, le microcosme ne lui a pas pardonné, hein, bien entendu. C'était très dur, surtout que c'était une de ses formules, parce que vraiment, il en avait d'autres. Enfin, c'était un homme qui paraissait très rigoureux. Il était très rigoureux dans sa gestion, bien entendu, dans son approche de la chose publique. Mais par ailleurs, c'était un homme qui avait beaucoup d'humour et beaucoup même de gouaille et des formules tout à fait très choc. Et évidemment, qui pouvaient choquer et qui choquaient souvent. Alors non seulement le monde politique, mais c'est vrai le monde de la presse aussi. Il a eu des paroles vraiment quelquefois très dures. Alors il ne cachait jamais finalement ses opinions. Oui. Voilà, c'était vraiment le langage de vérité. Alors, langage de vérité, rappelons qu'il a été propulsé quand même Premier ministre par Valéry Giscard d'Estaing en 1976. On va l'écouter quand il parlait justement de cette situation économique que vous nous avez décrite. Vous voulez une société plus juste et plus solidaire à l'égard de tous ceux qui sont les victimes des mutations qui affectent l'économie et la société, chômeurs en fin de droit, nouveaux pauvres, personnes vivant dans la solitude. Vous voulez une France forte dans une Europe unie et puissante. Sur tous ces points, je me suis exprimé devant vous. J'ai pris des engagements. Je les tiendrai si je gagne l'élection présidentielle. Oui, en campagne. Et déjà, la France forte dans une Europe unie. On a l'impression, Christiane Rimbaud, vous allez me dire si c'est le cas, que vous brossez dans votre biographie le portrait d'un perdant magnifique, de quelqu'un qui aurait pu avoir une destinée incroyable et il rate la dernière marche. Absolument. Ça, j'en suis persuadée. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'a pas tout fait pour gagner. Incontestablement. C'est pas qu'il ne voulait pas. Le débat l'intéressait énormément. Le débat politique le passionnait. Il aimait beaucoup les responsabilités, mais pas suffisamment le pouvoir pour le vouloir à tout prix. Et il est certain que ça lui a manqué. Finalement, c'était quand même quelque part un homme qui était respecté unanimement et énormément à l'étranger. Ça a été. Vous dites d'ailleurs que c'était l'un des responsables politiques les plus connus à l'international. Oui, sinon le français. Le plus connu. Français, sinon le plus connu. Et je dois dire que même Valéry Giscard d'Estaing, on était un peu jaloux, je crois. Parce que dès le départ, c'était un homme qui a été vraiment tout à fait apprécié dans tous les milieux internationaux qu'il a fréquentés assidûment. C'était un globe-trotter infatigable à une époque où finalement on était encore tout à fait en France dans le débat franco-français. C'était tout à fait nouveau. Maintenant, ça nous paraît tout à fait naturel, bien entendu, mais à cette époque, absolument pas. Et à cet égard, il était tout à fait novateur. Moi, je me suis passionnée par votre biographie parce que c'est aussi une partie de l'histoire. C'est le destin de l'homme et évidemment en toile de fond tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, Christiane Rimbaud, qui parle encore de Raymond Barre? Qui est barriste? Quel est son héritage? Alors, quel est son héritage? Bon, évidemment, c'est un héritage, je dirais, presque un peu idéalisé, c'est-à-dire un homme qui était dévoué à la chose publique, qui s'est révélé un homme d'État. Vous voulez dire que c'est une exception aujourd'hui? Non, ce n'est pas une exception, mais il n'y a pas seulement ça. Il avait une hauteur de vue et il avait
en même temps cette espèce de détachement vis-à-vis de la vie politicienne qui, effectivement, en faisait un homme tout à fait, un homme d'État à part. Philosophie, finalement. Oui, quelque part, oui. Oui, il y avait chez lui une sagesse profonde, très certainement. Ça venait aussi peut-être du fait que c'était un homme à multiples facettes. Au départ, c'était un grand universitaire. Il a toujours dit, même quand il a quitté Matignon donc, en 1981, il a dit « je retrouve ma rubrique fondamentale ». Donc c'était vraiment fondamentalement un universitaire. C'était une grande force. Il s'intéressait à tout, on peut dire. Il avait une culture personnelle absolument exceptionnelle, aussi bien littéraire, artistique que musicale. C'était vraiment un mélomane tout à fait exceptionnel. Il était capable de reconnaître non seulement n'importe quelle œuvre musicale, mais même les interprètes. C'était vraiment tout à fait... Une très grande culture de l'humour, ce qui est quand même très important. Beaucoup d'humour, donc du recul quand finalement, on a l'humour. Voilà. Un homme d'État, vous dites. Tout à fait, un homme d'État. Ce qui lui manquait, je crois, c'est... il y a une chose qui lui manquait, c'est que c'était un homme qui a cultivé son indépendance tout le temps. Mais est-ce qu'on ne peut pas le comparer à d'autres responsables politiques? Je pense à d'autres hommes politiques, comme par exemple Jacques Delors. On peut dire très cultivé, qui a une vision, et puis au dernier moment, ça ne passe pas. Peut-être parce qu'ils ne le veulent pas au plus profond d'eux-mêmes. Il y a sans doute une part de ça. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas sacrifier le reste. Je crois que c'est ça. Et Raymond Barre était en tout cas dans cet état d'esprit. Il ne voulait pas sacrifier tout ce qu'il faisait pour lui en même temps le sel de la vie. Voilà. Et la saveur des jours, c'est ce qu'il a dit. C'est très joli d'ailleurs. Christiane Rimbaud, on a retrouvé une vidéo. Vous allez nous dire si vous vous en souvenez, vous la connaissez. C'est un acteur célèbre, Alain Delon. Et écoutez ce qu'il dit de Raymond Barre. J'ai observé depuis quelques semaines le débat politique. J'y vois beaucoup de politiciens, de mauvais acteurs pour la plupart. J'entends beaucoup de promesses, mais je n'ai trouvé qu'un homme vrai, qui ne fait pas de concessions au look, qui ne promet pas la semaine des 4 jeudis, ne tente pas d'hypnotiser ses compatriotes. Cet homme, c'est Raymond Barre. Un homme vrai, et j'en suis sûr, un homme d'État, comme pouvait l'être le général de Gaulle. On a besoin d'un leader solide, énergique, un homme comme Raymond Barre, qui est respecté et écouté partout à l'étranger. Quel éloge! Quel éloge, Alain Delon! Un des grands admirateurs de Raymond Barre, ce qui peut paraître étonnant. Oui, et compte tenu aussi de la suite de son parcours. Mais ce qu'il dit, c'est très intéressant. Un homme vrai, qui dit la vérité, c'est cela? Absolument. Il n'y a pas de phare chez lui. Et il est certain justement que c'est pour cette raison aussi qu'il ne faisait pas assez de concessions. Concessions à la politique, à quelques nécessités, à quelques arrangements. Ça, non, il n'était pas prêt à ça. Bon, ceci étant dit, il en était capable s'il le voulait. On l'a vu quand il a été à la mairie de Lyon. Il a quand même réussi à faire travailler ensemble beaucoup de gens qui, a priori, notamment les socialistes, Gérard Collomb, qui, a priori, n'étaient pas du tout du même bord, comme on dit maintenant. Mais en même temps, c'était un homme, c'est vrai, d'ouverture. Un homme de conviction très profonde, c'est-à-dire quand il y avait certaines choses, il faisait une analyse sans dogmatisme de la situation, mais à partir de ce moment-là, il se faisait des convictions très fortes. Il les défendait tout aussi fortement. Je vais vous poser une question faussement naïve, parce que vous dites c'est un homme vrai, il a essayé de dire et il a dit la vérité aux Français. C'est peut-être pour cela, justement, qu'il n'est pas arrivé jusqu'au bout, si on peut dire, au sommet? Bien sûr, il est certain, quand on ne vend pas du rêve, on n'y arrive pas. Quand on ne vend pas du rêve, évidemment, c'est très difficile. Et en plus, quand on n'a pas, je dis, la volonté, mais on ne se lève pas tous les matins en se disant « il faut que je gagne, il faut que je gagne ». À l'heure actuelle, dans la bataille politique que représente une élection présidentielle, c'est un peu... C'est fondamental. Cette flamme, on l'a pas. Voilà. Alors, il ne l'avait pas tout à fait, et pas suffisamment en tout cas. En revanche, il avait cette passion pour la chose publique. Ça, c'est incontestable. Vous voyez, vous faites la différence entre chose publique et politique. On a l'impression qu'il pataugeait un petit peu dans le débat, j'allais dire, politicien un petit peu. Oui, il n'était pas vraiment à l'aise du tout. Hein. Et on l'a vu d'ailleurs là, quand il était en campagne. Quand il a dit qu'il n'avait pas vocation à faire de la politique, que ça s'était fait un peu par hasard, mais c'est la vérité. Et on l'a bien vu dans son comportement, effectivement. Il n'avait pas le comportement d'un homme politique classique, incontestablement. Alors c'est ce qui faisait sa force.
Voilà, c'est ce qui a fait sa réputation quand même, qui est restée quand même son influence, qui est restée très forte, il est resté une référence. Et en même temps, quelque part, ça a été sa faiblesse en tant qu'homme politique. Il n'était pas suffisamment. Oui, certains disaient que la campagne qu'il menait était ennuyeuse, qu'il n'arrivait pas à capter l'ambiance d'une salle. Est-ce qu'on peut dire pour cela que c'est l'anti-Chirac qui, lui, alors c'était un animal politique qui arrivait à comprendre une salle très rapidement, comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Tout à fait, incontestablement. Et par exemple, François Giroud, qui avait fait partie de son gouvernement et qui l'admirait beaucoup, a dit que c'était l'antithèse de Jacques Chirac. Et c'est tout à fait vrai à cet égard. Ceci étant dit, les deux hommes, au début, avaient d'assez bons rapports, puisqu'il a quand même été son ministre du Commerce extérieur avant de lui succéder. Mais effectivement, il y avait trop de différences entre eux pour que ça puisse marcher très longtemps. Et aujourd'hui, Christiane Rimbaud, s'il y avait quelqu'un qui lui ressemblait un petit peu comme ça, qui vient de la société civile, qui aime la chose publique, mais pas forcément le débat politicien, j'allais dire, où est cet homme ou cette femme aujourd'hui? Ah voilà, c'est ça. C'est difficile. On aimerait bien on l'a pas trouvé. Mais bon, de toute façon, en ce qui concerne Raymond Barre, c'est une personnalité tellement atypique, tellement singulière à cet égard, qu'effectivement, on ne trouvera jamais un Raymond Barre. On peut trouver un homme de la même qualité. Il fallait du cran pour que Valéry Giscard d'Estaing pense à lui quand même à ce moment-là. Oui, il fallait quand même du cran. Parce qu'effectivement, c'est vrai que la situation est très, très difficile, mais il lui a laissé quand même en grande partie carte blanche. Et Raymond Barre, de ce fait, avait été très impopulaire tant qu'il était Premier ministre. Et plusieurs fois, tout son entourage a dit à Valéry Giscard d'Estaing, écoutez, vous devriez vous en débarrasser, il est trop impopulaire, ça ne va pas, parce qu'il menait justement une politique de vérité un peu trop rude. Et il l'a maintenu. Un peu trop rude. Et il l'a quand même maintenu. Ce qui est quand même, effectivement, c'était reconnaître le courage de Raymond Barre. Il l'a dit d'ailleurs. Un jour, on reconnaîtra son énorme courage. Alors, Christiane Rimbaud, comme tous les jeudis, on fait réagir notre invité à une semaine d'actualité qui est croquée par notre dessinateur. Vous allez choisir un dessin, on va le commenter ensemble. Très éclectique, on va dire. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que je retiens? Peut-être que l'historienne va me dire la panthéonisation. Oui, bien entendu. Surtout que la panthéonisation de Jean Zay, je crois que j'ai une toute petite part dans cette panthéonisation, parce que j'ai écrit un livre sur l'affaire du Massilia. Exactement. Et qui a été là vraiment le premier livre sur cet épisode qui était finalement extrêmement aussi important que dramatique et très révélateur de cette période, et dont il y avait eu deux grandes victimes, Jean Zay et Georges Mandel. Tous les deux assassinés par la milice. Et c'est une affaire qui était restée complètement occultée. Tout à fait. Complètement occultée. Et j'ai eu la chance, parce que vraiment, là, je suis assez fière de ce livre, parce que j'ai vraiment j'ai réussi à révéler, grâce à des archives, que j'ai été la première étonnée de découvrir, parce que je pensais vraiment que les protagonistes s'en seraient débarrassés, et à révéler tous les dessous de cette affaire. Je l'ai conclure sur cela. Vous voyez, vous avez anticipé. Et surtout, je rappelle également cet ouvrage, Biographie actuelle Raymond Barre, aux éditions Perrin. Merci beaucoup, Christiane Rimbaud. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle et douce nuit à vous.